Alors là, vous venez de dire un nom que je Monique n'avais pas Barbu. entendu. On la découvre. Mais Monique Barbu. Oui, Monique Barbu. Mais oui, mais c'est la première fois qu'elle parle, Monique Barbu. Alors, elle avait déjà menacé de démissionner. Ah bah, On avait proposé de faire des forages d'exploration au large de la Guyane. Elle avait dit, si c'est le cas, je démissionne. Monique Barbu. Et elle a parlé ce matin, je crois que c'est la première fois qu'elle a pris la parole, Monique Barbu. Mais pourquoi vous souriez? Parce que vous avez une manière de le dire. Mais non, mais c'est important que Madame Barbu ait pris la parole. Je voulais qu'on parle de la petite phrase, avant de parler de la canicule, de la petite phrase de Sébastien Lecornu. Et vraiment, votre avis m'intéressait, parce que moi, je pense vraiment qu'il est sincère. Donc, on réécoute ce qu'il a dit hier. Je ne pense pas qu'il a voulu masquer ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de cynisme là-dedans. Je pense qu'il est déconnecté, il ne voit plus rien. Mais le pouvoir isole, c'est comme ça. Écoutez ce qu'il dit après la fête de la musique. Écoutez. En préambule, quand même, saluer l'ensemble de la mobilisation des services de l'État. Il y a beaucoup de préfets de zones qui sont connectés, les agences régionales de santé. Saluer aussi objectivement le comportement de nos concitoyennes et de nos concitoyens à l'occasion de la fête de la musique qui s'est relativement bien passée. Et je le redis à l'ensemble des collègues, preuve en est que faire confiance aussi à l'intelligence locale, aux maires, aux organisations locales n'est jamais une mauvaise méthode, avec évidemment un critère de proximité. Bon, quelle est, vous, votre analyse? Est-ce que vous partagez Je pense qu'il n'a... Pardon. Non, allez-y. Je pense qu'il a pris en compte par rapport, les faits par rapport au chaos qui avait suivi la finale, le PSG. Je pense qu'ils n'ont pas tenu compte... Bon, il n'y a pas eu de dégradation énorme, c'est vrai. Il y a eu des dégradations, mais pas les mêmes que précédemment. Et ils n'ont pas pris en compte. Mais ne dites pas ça. Il y a eu de des nature criminelle. Ne dites plus. Mais attendez, il y a eu des dégradations énormes. Quand toute une rue est massacrée de voitures, ça s'appelle une dégradation énorme, Georges. Il y a eu une rue entièrement massacrée. J'ai pas vu ça. J'ai vu une voiture qui a été lynchée, effectivement. Mais il y a une série de voitures. Il y avait même sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça, c'était une publicité pour Carglass. C'est-à-dire que vous enchaîniez toutes les voitures. Bon, moi, j'ai pas vu ça, oui. Mais enfin, ça, c'est pas une dégradation énorme. Ah oui, ça, oui, effectivement, j'ai vu ça. Mais ça, pour vous, c'est pas une dégradation énorme. Non, en fait, non, mais sérieusement. Mais ça n'est pas du niveau de ce qui s'est passé avec le PSG. Quoi. En fait, là, ce qu'à mon avis, il faut analyser. Sébastien Lecornu, à mon avis, je vous dis mon analyse, je pense qu'il parle de la canicule et que de la canicule. C'est-à-dire que lui, il dit ça s'est bien passé du point de vue sanitaire pour la canicule, parce qu'il est en cellule interministérielle de crise pour la canicule. C'est mon avis. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, pour lui, le sujet de la fête de la musique sur le plan des débordements, des heurts, n'existe même pas. Ça n'existe même pas. C'est-à-dire que lui est focalisé sur l'aspect sanitaire de la canicule. Le reste ne l'intéresse pas, n'existe pas. Et donc, il n'y a pas de commentaire du Premier ministre sur ces faits-là, parce que dans son esprit, ne mérite pas qu'on s'y attarde. Lui, à mon avis, quand il dit cette phrase, il pense, d'un point de vue sanitaire, les Français ont été responsables, c'est-à-dire ils ont fait en sorte de ne pas prendre de risques pour leur santé. C'est comme ça que je l'interprète, moi. Ça... Ah ben non, mais c'est intéressant, c'est un autre... moi, je ne l'avais pas vu comme ça, mais... faut pas, c'est possible. Mais ça veut quand même, ça éclipse quand même ce qui s'est passé aussi dans les rues de. Moi, je suis pas d'accord avec Thomas. Éric Nolot. C'est une déclaration qu'il faut pas non pas lire, mais écouter. La manière dont il prononce relativement. Il y a comme une forme d'ironie. Ça c'est relativement. Il dit pas ça c'est relativement bien placé. Il dit ça c'est relativement bien placé. C'est-à-dire que il fait entrer la réalité en contrebande dans son discours. Mais à mon avis, il essaye d'évacuer la réalité parce que non, la fête de la musique ne s'est pas bien passée. Et ensuite, on n'ajoute pas à ça tout ce qu'ont dû ramasser les pauvres prolétaires du lendemain matin, parce que Paris était un champ semé de bonbonnes de gaz hilarants, de canettes de bière, etc., etc. Évidemment, ceux qui ramassent ça en pleine chaleur, ce ne sont pas les petits bourgeois qui faisaient la pseudo-fête de la veille. C'est comme quand il fait 40 degrés et que le lendemain il fait 38, on dit il fait relativement moins chaud. On s'habitue, quoi. Il y a une espèce d'adaptation. Nous nous adaptons à une forme de délinquance généralisée, comme nous nous adaptons d'ailleurs à une forme de réchauffement climatique. On est habitué. C'est vraiment... c'est-à-dire que quand ça se passe pas bien, mais un peu moins mal que la dernière fois, on dit que ça s'est bien passé. Oui. Et ça montre vraiment une acclimatation des Français à ce qui devrait... Pas des Français. Non, mais une acclimatation du personnel politique. Et même, je pense qu'il y a une partie des Français qui s'y acclimatent, qui disent c'est normal, finalement. Bon, il y a eu un peu... pas ceux qui le vivent de pleine face. Je ne vois pas énormément d'indignation non plus, Pascal. Vous voyez beaucoup d'indignation? Non. Vous voyez beaucoup d'indignation? Non, moi, je vois beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on s'habitue, c'est normal. Non. Dès qu'il y a une fête de la musique, dès qu'il y a un Non, vous allez voir les prochaines élections. Il y a de l'insécurité. Non. Vous allez voir les prochaines élections.
Non. Mais il n'y a pas de révolte. Mais les gens, mais vous rigolez. L'insécurité fait partie. Mais vous entendez, mais les gens, ils sont effondrés de voir cela. Choqués, effondrés. Mais pas la classe médiatique. Mais les gens, vous parlez avec eux, les gens, c'est Mais les gens complètement ne sont fou. pas tous au courant de ce qui s'est passé, surtout parce que pour qu'il y ait une prise de conscience, il faudrait déjà qu'ils en entendent parler. Or, beaucoup de médias ont fait le choix de ne pas montrer ces images-là. Je vous assure, ce qui s'est passé à La Baule, c'est des signaux, mais vous n'imaginez pas la déflagration que ça produit dans l'opinion publique. Oui. Et même le maire de La Baule, il va être obligé sans doute de changer un petit peu forcément de rapport à ces sujets-là. C'est la différence entre la classe médiatique qui ne veut pas voir. La classe médiatique, elle est, je ne vais pas dire aux ordres, mais elle est omnibulée par une chose, la classe médiatique, surtout que le RN ne passe pas. Ne pas faire le jeu de... Voilà. Ça, c'est le truc principal. La classe médiatique, c'est ce... bon. Mais vous allez voir les élections, les gens, ils voient ça, c'est invraisemblable. Sur la classe dirigeante, je ne parlerai même pas d'isolement, je parlerai carrément de bunkérisation quand je vois ce discours. Et sur les gens ordinaires, peut-être qu'ils ne voient pas tous les incidents, toutes les violences, tous ces cas particuliers-là, mais ils voient bien la réalité d'une violence qui, dans le pays, est devenue hors de contrôle et dont toutes les statistiques attestent. 1000 agressions par jour, plus 76% de taux d'homicide depuis 2017, alors même qu'on a des pays autour de nous qui obtiennent des résultats. Je pense à l'Écosse, par exemple, où les homicides sont plus bas depuis 50 ans. Ça montre qu'il n'y a pas de fatalité face à la violence. Il faut le marteler. Vous voulez écouter Axel Ronde, qui est un syndicaliste de police, qui était avec nous hier sur l'antenne d'Europe 1. Écoutez-le, ce qu'il nous disait. Tout dépend où on met maintenant le curseur, au final, parce que on sait très bien que quand vous avez des événements, eh ben vous avez énormément de débordements. Alors oui, ça a été plus, on va dire, relativement calme que quand il y a eu la Champions League avec le PSG, où ça a été une nuit de chaos. Donc oui, là, à la fête de la musique, il y a eu énormément de débordements, une nuit assez compliquée sur Paris et la région parisienne, mais on a réussi à maîtriser le phénomène. Mais vous avez eu énormément de victimes. Vous avez des femmes qui ont été agressées sexuellement, violées. Vous avez eu des piqûres, effectivement. Ce phénomène qui prend de l'ampleur à chaque fête de la musique, avec peut-être même certains produits mis dans certaines seringues, puisque les produits ont été analysés, des individus ont été interpellés. Encore une fois, il y a eu, beaucoup de dégâts, des véhicules dégradés. Vous imaginez des personnes qui ont fait la fête, qui ont dansé sur des capots de voitures, sur des pare-brises, qui ont défoncé ces véhicules. Donc, oui, ça s'est relativement bien passé, mais encore une fois, à quel prix ? Et heureusement que les policiers sont là, surtout il y avait je ne sais combien. Non, mais posons une question très simple. Demandons à des parents s'ils envoient le cœur léger leur enfant, disons de 15 ans, fils et encore plus fille, à la fête, participer à la fête de la musique. Moi, par exemple, je m'y opposerais. Je m'opposerais à ce que mes enfants participent à la fête de la musique. Je ne serais pas tranquille. Je pense que nous sommes des millions à éprouver cette sensation. Que le problème, c'est pas que la fête de la musique, c'est aussi le 14 juillet, c'est la moindre fête de village qui peut virer au bain de sang, c'est un match de football qui va mal tourner. Tout ça, en réalité, ce sont des symptômes, des caisses de résonance d'une décivilisation, d'un chaos qui monte dans le pays beaucoup plus large. C'est vrai que Eugénie Bastier. L'écrivain Philippe Muret se moquait de la fête de la musique et de Jack Lang dans les années 90. Il disait que c'était l'homo festivus, et là on est passé de l'homo festivus à l'homo barbarus, c'est-à-dire que l'espèce d'individu qui pensait qu'à la fête, le bobo en patin à roulettes a été remplacé par l'espèce de jeune qui casse tout, qui saisit le moindre prétexte pour s'adonner à un comportement décivilisé. Et c'est ce qu'on voit sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Et effectivement, on a l'impression que c'est devenu inéluctable à chaque manifestation festive. C'est une spécificité française, ça. Comment ? Est-ce que ça n'est pas une spécificité française ? Ah, c'est une spécificité. Je ne retrouve pas exactement la même chose dans les autres pays. Au Japon, on a vu des images plus proche de nous, en Allemagne, en Italie, est-ce qu'il y a ce genre de... Mais non. Parce que, alors pourquoi ? C'est la question. Ah, pourquoi ? Oui. À votre avis ? J'ai mon avis. Dites-le, vous êtes là pour ça, pourquoi ? Mais je pense que vous avez le même avis que moi. Mais je connais pas mon avis, mais dites-le, moi j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis, c'est quoi le vôtre ? Je peux vous donner le mien si vous voulez. Alors allez-y Eric. Oui. Vous parlez du Japon. Je constate qu'au Japon, il y a une homogénéité ethnique, donc un rapport au pays qui est différent. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la terre sur laquelle ils vivent n'est pas une terre à ravager, mais à préserver. Parce que c'est la leur. Dans une partie de la population française, il y a un rapport très différent à la France. Voilà. Après, ça c'est pour le Japon, mais j'observe par exemple que le fait de nettoyer pour les supporters le coin où ils étaient dans les stades, ça a gagné maintenant le Portugal, qui est un pays quand même beaucoup plus proche culturellement. Donc, en effet,
Il y a quelque chose qui s'est déréglé en France de manière très singulière. La canicule, nous allons ouvrir le dossier canicule et j'ai cité Luc Ferry hier et avant-hier, je crois, disant que les décroissants sont ravis de ce qui se passe, disait-il, et je crois qu'il disait ça chez nos confrères d'LCI dimanche. Et effectivement, j'ai vu le tweet passer de monsieur Léaumont qui exprime au fond ce que tous ces gens-là pensent. Pour sortir des canicules à répétition, il faut sortir du capitalisme. On en vient toujours à la même chose, c'est-à-dire que on m'a reproché parfois de nier le réchauffement climatique. Pas du tout. C'est pas du tout ça que ce serait idiot de nier le réchauffement climatique. Il existe. Ce qu'on conteste, c'est l'instrumentalisation qui en est faite. L'instrumentalisation notamment par l'extrême gauche, qui veut réussir avec l'écologie, ce que l'extrême gauche n'a pas réussi avec le communisme au XXe siècle. Et de tuer précisément le capitalisme. Pour toujours la même raison, c'est que eux, ils veulent une autre nomenclature. De s'adapter, ils veulent une rupture pour un autre. Mais pour eux, oui. Pour avoir les postes, eux, c'est aussi simple que ça, je vous assure. Pour eux, parce qu'ils se disent dans une nouvelle nomenclature. C'est nous qui décidons. Enfin, là, je l'assure, c'est aussi simple que ça. Alors qu'il y a des solutions pour s'adapter. Il devrait quand même regarder ce que l'Union soviétique a fait de l'environnement. Ce que l'Union soviétique a fait de l'environnement, un pays communiste pendant 70 ans. La mer d'Aral a été complètement asséchée. Ils avaient les postes. C'est le productivisme, il est le fait de la civilisation industrielle. Il est aussi bien le fait d'ailleurs du capitalisme que du communisme à la soviétique qui était extrêmement productiviste. Oui. Après, qu'on veuille sortir de ce productivisme, qu'on veuille sortir... En tout cas, décarboner l'économie, sortir des énergies fossiles, moi, j'y suis plutôt favorable parce que déjà, rien que pour notre souveraineté énergétique, c'est absolument indispensable. Mais je crois que c'est justement c'est intéressant le moment que nous vivons parce que la canicule que nous vivons est un fait indubitable, une conséquence indubitable du réchauffement climatique provoqué par l'homme. Et là où les écologistes pourraient tirer leur épingle du jeu, ils apparaissent complètement dépassés. Au contraire, on fait leur procès parce qu'ils ont des solutions extrêmement idéologiques et pas pragmatiques. Ils promettent le grand soir écologique. Personne n'y croit parce qu'on voyait que la France, c'est 1% des émissions mondiales. On aura beau finalement restreindre notre mode de vie, ça ne changera pas, n'inversera pas la vapeur du réchauffement climatique. Qu'on voyait ce qui se passe en Chine ou en Inde. Donc, et ils n'ont pas de solution pragmatique. Et ils sont... Un bras sur les ventilateurs. Voilà, même Marine Tondelier a dit qu'elle avait rénové ses combles et que ça ne marchait pas, que les solutions passives prônées par les écologistes ne marchaient pas. Donc, et même dans ce moment devrait leur être favorable, il ne l'est pas parce qu'ils sont trop idéologues. Je vous conseille vraiment de voir le suicide français d'Éric Zemmour, l'adaptation télé qui est faite. J'ai regardé hier soir le premier épisode et on peut le voir sur le... Ouais, alors MyCanal, ça n'existe plus, c'est la plateforme Canal en fait. On dit le nom a changé. Le nom a changé. Donc c'est la plateforme Canal+. Donc si vous nous écoutez, vous allez sur la plateforme Canal et vous écoutez le suicide français. C'est tout à fait remarquable. Vraiment tout à fait remarquable. On est d'accord ou pas avec Éric Zemmour surtout, mais sur certaines choses, vraiment, il tape juste. Et notamment sur l'écologie, comme il y a beaucoup d'images d'archives, il montre comment l'extrême gauche, au début des années 70, a récupéré l'écologie via notamment la première candidature en 74 de René Dumont, avec son pull-over rouge, et il montre qu'avant, l'écologie pouvait être un thème de droite ou du centre, et comment la gauche se l'est accaparée avec la finalité, la décroissance. C'est ça. Et il y a beaucoup d'archives sur le Conseil constitutionnel en 72, vous l'avez vu aussi. Formidable, mais c'est formidable. Vous n'oubliez pas quelque chose, Pascal, dans non ? La responsabilité de la droite ? Mais bien sûr. Qui a autant péché que la gauche dans la préparation du monde que nous subissons aujourd'hui. Il n'est pas question de Georges Fenech dans le documentaire, mais il est question d'amis politiques de Georges Fenech qui prennent cher aussi. Mais il en est. Mais voilà. Georges, mais il n'a toujours pas. Je peux avoir des exemples. Non. Mais Georges. Quels exemples, par exemple de responsabilité de la droite sur le regroupement familial, par exemple, dont il est question dans le premier épisode. Le climat. Dans le. Pardon ? Non, je parle du monde d'aujourd'hui. En général, oui. Du monde d'aujourd'hui.
sur le dévoiement du Conseil constitutionnel, sur certaines lois qui ont fait changer le logiciel français. Alors, après, il y a des choses qui sont contestables, parce que, par exemple, il remet en cause le divorce par consentement mutuel. Oui, c'est très drôle, parce qu'il y a une chanson de Michel Delpech extraordinaire. Bien sûr, des divorcés. Où non seulement le divorce entre dans les mains, mais dans la chanson, j'avais pas fait attention. Il dit à sa femme, donc dont il se sépare, ce serait quand même formidable que tu fasses un enfant avec mon successeur. Je veux dire, non mais c'est pas cocu mécontent, c'est cocu mais surcontent, le type. C'est ça. Il trouve que l'homme, tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie. Ce serait merveilleux pour elle. Ah non, mais moi, c'est extraordinaire. Et il dit effectivement, regardez, dévirilisation de l'homme, d'une certaine manière, ou de la figure de l'homme. Le mec, il est cocu, mais alors, ça serait ton nouveau, là, si ça serait super pour Stéphanie de faire un bon. Mais pourquoi pas, d'ailleurs? Mais moi, j'ai trouvé que d'abord, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable. Très bien fait. Vraiment, c'est très bien. Bon. Et effectivement, le père, comment dire, l'autorité parentale, mais l'autorité parentale, je crois que c'est 68, 69 ou 70. Bon, avant, c'était l'autorité du père uniquement. Et que le père, chef de famille. Bon. Mais vous ne pouvez pas contester que l'autorité soit partagée par l'homme et la femme, Génie Bastier. C'est bien qu'il y ait une évolution du code civil pour revenir sur ce thème-là. Oui, même si je pense que les rôles féminins et masculins sont différenciés à l'intérieur de la famille. Je pense qu'il n'y a pas le même rapport. La femme a un rapport plus fusionnel avec ses enfants et l'homme est là souvent pour couper, marquer l'autorité. En tout cas, il y a besoin de ces deux figures ambivalentes pour construire, dans la construction d'un enfant. C'est très à droite de dire ça. Non, ça s'appelle la en tout cas, là où le film a raison et là où Zemmour deuxième degré, hein. Là où vraiment Zemmour a raison, parce qu'on en revient toujours à la même chose. Le courage, le courage, le courage, le courage, le courage. Toutes les autres qualités, elles ne servent à rien si vous n'avez pas le courage. C'est ça la réalité. Oui. Vous pouvez être intelligent sans courage, ça ne sert à rien. Vous pouvez être loyal sans courage, ça ne sert à rien. Vous pouvez être créatif sans courage. Vous nous refaites Saint-Paul à la sauce pro. Pourquoi ? Sans l'amour, vous ne serez rien, vous faites sans le courage. Mais non, attendez, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai vu une citation passée de Churchill. Churchill, il dit, mais c'est la vertu cardinale, parce que les autres n'existent pas s'il n'y a pas celle-là. Dans la France de 2026, est-ce que le courage paye politiquement ? Ah non. Écoutez, en tout cas, il paye médiatiquement. Il paye médiatiquement. Parce que je pense que vous, autour de la table, parfois, courageux, là. Vous dites certaines choses Eugénie, par exemple, ce qu'elle dit est souvent courageux. Non, mais ça dépend des sujets. Mais je pense que sur des sujets comme l'immigration, l'insécurité, la préservation d'une identité culturelle, les Français attendent un discours de vérité. Maintenant, peut-être que sur ce qui est du modèle social, du financement des retraites, c'est plus sensible politiquement parlant. Avançons avec Marine Tondelier qui, sur la clim, pas sur la clim d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit le congé climatique, c'est dire si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail, cela ne doit pas être l'entreprise qui paye. Soit les salariés qui trinquent. Les risques qu'on a assurés en 45, c'était très bien de le faire, mais en 2026, il y en a d'autres. 5 jours par an, tout le monde ne les utilisera pas. Il y a des fonctions qui sont télétravaillables, mais il y a des fonctions qui ne le sont pas. Marine Tondelier, c'est clim et châtiment, quoi. Écoute, c'est pas mal, clim et châtiment. En plus, ça. Oui, c'est pas mal. Ce qui m'étonne, c'est le côté pseudo-scientifique. C'est-à-dire qu'à la suite de très longues études, Marine Tondelier et ses amis ont dit que c'était 5 jours, pas 4. Pas 6. Ils sont arrivés à déterminer exactement le nombre de jours qu'il faut. Et demain, ils vous feront une autre étude pour instaurer un autre congé. Il ne va pas rester grand-chose pour bosser. Alors, écoutez... Oui, pardon, mais... Écoutez, Monique, Madame Barbu. Écoutez, Madame Barbu. Je voulais réagir au congé climatique, moi. Pardon ? Je voulais réagir au congé climatique. Allez-y. Non, mais je pense aux gens qui travaillent dans le bâtiment, dehors, etc. Des gens qui ont un travail physique dans des conditions extrêmement difficiles, eux, il me semble que ça devrait être laissé au bon sens des entreprises. Évidemment. Mais effectivement, c'est le cas. Dans un bureau climatisé, etc. Je pense aux gens qui travaillent dehors, qui ont des métiers extrêmement difficiles. Il n'y a pas un couvreur qui soit au travail cet après-midi. Oui, mais comment ils font justement pour gagner leur vie ? Ils embauchent plus tôt parce que sur les chantiers, il fait trop chaud. C'est déjà ce qui se passe. Évidemment. Ce qui est vrai, pour rejoindre Eugénie, c'est que moi, hier, je suis passé dans la rue, j'ai vu des ouvriers du bâtiment travailler sur un chantier en plein après-midi, en plein soleil. Là, ça, c'est pas convenable. C'est pas raisonnable. Alors, écoutez, Madame Barbu, vous savez qu'en 65, il y avait un... Monsieur Barbu, oui, qui s'était présenté. De Gaulle avait dit c'est un brave type. Et il avait dit que tous les barbus votent pour moi. Oui, monsieur Barbu. Mais vous vous souvenez, Barbu, ça ferait du monde. Bien sûr, monsieur Barbu. Du monde, hein, bien sûr, Barbu. C'est une candidature 65. Donc écoutez, Monique Barbu, que nous allons découvrir pour la première fois à la télévision française. Sa fille ou sa petite fille. On sait que la semaine prochaine, normalement, on devrait connaître une pause relative.
Mais effectivement, Météo France nous indique qu'il y a de fortes probabilités pour que, à partir de la semaine d'après, nous revenions à des chaleurs extrêmes qui pourraient effectivement nous amener jusqu'au 14 juillet. Clim et châtiment. Sur les écologistes, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce parti, c'est vraiment une boussole qui indique le Sud. Là, on est dans une conception totalement folle de la décroissance. Tout est bon, en fait, pour travailler moins. Parce que j'ai regardé leurs propositions sur le plan économique. Alors, il y a la retraite à 60 ans, il y a la semaine de 4 jours, il y a les congés menstruels. Si on ajoute les congés climatiques, ça ferait 66 jours de congés supplémentaires par an. La question qui se pose est toujours la même, c'est qui va payer à la fin. Et la réponse, on la connaît. Non, mais il y a une autre faille. C'est quand il y a ces 5 jours. Elle prône, Madame Tondelier, le télétravail. Ça veut dire que les gens restent chez eux, ça veut dire donc qu'ils ont la clim chez eux. Or, elle s'y oppose. Alors, quel est le raisonnement, en fait? Mais c'est vous qui disiez l'autre jour qu'il n'est pas logique de contester la clim et de ne pas contester le chauffage l'hiver. C'est vous qui disiez ça, oui, je crois. Mais même d'encourager les gens à prendre les transports en commun, mais de s'opposer à la climatisation des transports en commun. Elle est pour la clim maintenant, elle a changé. Elle est pour la clim? Marine Tondelier est pour la Dans clim. les hôpitaux. Ouais, ça y est. Ah bah oui, Elle a bien compris que c'était Et un elle dit combat, que les écolos n'ont jamais été contre. Et à Nantes, mais à Nantes, ils sont très très dans les intelligents. hôpitaux. Le CHU. À Nantes, ils construisent un CHU sur une île. C'est un truc de fou. Il y a des gens qui ont dit on va mettre le CHU sur l'île, donc ça va être pratique, ils vont mettre des hélicoptères pour les urgences, etc. Mais je vous jure que c'est vrai. Donc déjà, projet contesté, et deuxième chose, ils ne mettent pas la clim. Mais enfin, comment tu peux être à ce niveau de bêtise, pardonnez-moi, ou d'absence de bon sens? Comment c'est possible? La gare de Nantes aussi, qui a une bouilloire thermique, alors même qu'elle a été rénovée il y a très peu de temps et que ça a coûté beaucoup d'argent. Je ne sais combien. Non, ce qui est vrai, c'est que les écolos ont prôné les solutions passives, c'est-à-dire la rénovation des bâtiments, l'isolation. Moi, personnellement, j'ai une maison qui a été construite en 2016, qui est DPE B, donc extrêmement bien protégée, etc. Et ben, c'est une bouilloire au dernier étage, parce que c'est des maisons qui sont là pour garder effectivement la chaleur l'hiver, mais l'été, et donc il n'y a pas d'autre solution. Que la climatisation, il n'y en a pas d'autre en fait. Et parallèlement, ils ont tout fait pour voter à la filière nucléaire qui nous permettrait d'avoir une climatisation massive dans le pays.